Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 5, Saint des catacombes. Pour cette découverte, il ne s'agit pas d'un seul trésor, mais de plusieurs trésors, et des trésors qui revêtent plusieurs dimensions. Leur histoire commence par une découverte complètement fortuite, celle des catacombes de Rome en 1578, près de la Via Salaria par des vignerons curieux. Les archéologues qui prendront le relais seront ébahis de découvrir entre 500 000 et 750 000 squelettes, les restes antiques de personnes qui auraient vécu dans les siècles peu après l'époque du Christ. Ces catacombes sont considérées par l'Église catholique romaine comme ceux de martyrs et saints chrétiens des premiers siècles. Il s'avère que cette découverte était une véritable aubaine pour le Vatican, qui connaissait un véritable affaiblissement de sa religion au profit des protestants, les mêmes protestants qui avaient détruit plusieurs précieuses reliques catholiques au cours des dernières décennies précédant la découverte. C'est ainsi que l'Église catholique romaine lance un véritable business de squelettes de martyrs. Les églises catholiques du monde entier ont été informées pour faire la demande d'un squelette de martyr, déterminées à ce que leur chapelle ait le squelette d'un saint. Les églises étaient même prêtes à payer le gros prix pour la livraison. L'arrivée du corps d'un martyr provoquerait certainement un regain d'intérêt chez les croyants et les populations. Certains citoyens aisés ont même cherché à les ajouter à leur propre collection de maisons privées, tandis que d'autres lieux communautaires ont également contacté le Vatican pour commander leurs propres martyrs. C'est ainsi que le Vatican se lance dans des opérations d'embellissement des martyrs afin de les envoyer à leur destination. Le processus d'embellissement de chaque squelette était généralement confié à des couvents ou parfois même à des monastères, et il pouvait prendre jusqu'à 3 années de travail, y compris l'enveloppement initial qui était fréquemment pratiqué sur les cadavres avec un tissu de gaz spécialement tissé afin d'empêcher l'accumulation de poussière, mais aussi aider à maintenir les os ensemble tout au long du processus de décoration. Certains crânes de martyrs ont reçu des visages de cire, parfois même façonnés en sourire ou d'autres expressions faciales. Ensuite, venaient les bijoux, les pierres précieuses, l'or et les vêtements somptueux, ainsi qu'une manipulation minutieuse du squelette dans des positions très réalistes. La plupart des squelettes de martyrs retrouvés dans les catacombes n'étaient accompagnés d'aucun nom, mais pour satisfaire son carnet de commandes, l'Église décide de leur assigner des noms choisis arbitrairement et désignant généralement une vertu chrétienne: probe, patience, fidèle, etc. Ils sont alors qualifiés de saints baptisés, et c'était un élément primordial, comme le démontrent les registres de baptême des églises historiques où souvent de nombreux bébés étaient nommés d'après leur martyr pendant de nombreuses années après l'arrivée du décor macabre. La plupart du temps, le nom du saint était même choisi en fonction de la supplique, c'est-à-dire la commande et la destination décrite par les solliciteurs. Mais à la fin du XVIIIe siècle, de nombreux dirigeants politiques ont adopté une perspective plus moderne, voulant se débarrasser de tout ce qui était superstitieux, comme l'a fait l'empereur autrichien Joseph II, qui voulait détruire ces reliques dans l'espoir de réduire l'apparence de vulgarité ou de barbarie. C'est ainsi qu'ils furent démantelés pour leurs bijoux et retirés, placés en stockage ou bien détruits indépendamment. Certains des squelettes des saints bien-aimés ont survécu à la fin du siècle destructeur et peuvent être vus à ce jour avec la plus grande exposition de 10 squelettes complets se tenant dans la basilique de Waldsassen en Bavière. Numéro 4. La dérision du Christ. Des fois, pour découvrir un trésor, il suffit d'ouvrir les yeux. Certains trésors croupissent dans des maisons sans que leurs propriétaires ne se rendent compte de leur valeur. Et celui-ci en particulier a battu tous les records. Ce véritable trésor a été découvert de façon tout à fait fortuite dans une maison à Compiègne dans l'Oise où il était passé inaperçu pendant plusieurs décennies. Il s'agit d'un tableau extrêmement rare et extrêmement précieux du peintre italien Cimabue, composé vers 1280, appelé la dérision du Christ ou le Christ moqué. Et il représente une scène où Jésus est agressé, moqué et tourné en dérision devant la foule, épisode que l'on retrouve à 2 reprises dans les évangiles. L'œuvre était accrochée entre la cuisine et le salon chez une nonagénaire partie en maison de retraite. C'est Philomène Wolff, commissaire-priseur chargé de débarrasser l'habitation, qui repère l'importance de l'œuvre d'art. Comme elle le déclarait, dans cette centaine d'objets, il y avait ce petit tableau, donc un pressentiment peut-être d'une chose extraordinaire et rare à ce moment-là. On se dit non, ça ne doit pas aller en déchetterie.
De petite taille, 25,8 cm sur 20,3, le tableau n'est qu'un fragment d'une œuvre découpée au XIVe siècle. Deux autres pièces sont connues. L'une est à New York, l'autre à Londres, et les estimations des commissaires-priseurs le mettaient entre 4 et 6 millions d'euros. Mais finalement, il a démenti toutes ces estimations en partant pour un total de plus de 24 millions d'euros, devenant par la même occasion le tableau primitif, c'est-à-dire fait avant 1500, le plus cher au monde, et aussi le 8e tableau ancien le plus cher au monde. Le tableau aurait été acquis par l'une des plus prestigieuses institutions privées d'art de la Renaissance italienne, basée aux États-Unis. Mais dans un rebondissement de situation, le ministère de la Culture a annoncé qu'il avait refusé le certificat d'exportation de l'œuvre hors du territoire national, et ce, à la suite de l'avis de la Commission consultative des trésors nationaux. Une décision qui laisse au musée du Louvre 30 mois pour ramasser les fonds nécessaires pour le racheter. Le délai est donc presque écoulé. Numéro 3, le navire de l'or. Impossible de parler de trésor sans évoquer une épave perdue, surtout quand l'épave en question est surnommée The Ship of Gold, le navire de l'or, et qu'il s'agit du plus grand trésor de l'histoire des États-Unis. Rien que ça. Un trésor que l'on dit maudit, puisqu'il causa une crise financière et économique qui frappa plus d'un continent et qu'il va aussi causer une série de procès et même une cavale hollywoodienne. L'histoire de ce trésor commence avec le bateau à vapeur SS Central America qui faisait des allers-retours entre le Panama et la côte est des États-Unis. Le bateau chavire durant un ouragan au sud de la Caroline du Sud, alors qu'il était en route vers New York en 1857. Et au moment où il chavirait, le navire a emporté avec lui 425 personnes qui étaient à son bord, mais aussi un butin gargantuesque s'élevant à 11,2 tonnes d'or. D'ailleurs, un butin tellement grand qu'il contribue à l'une des plus grandes crises financières de l'histoire, puisque le naufrage est survenu dans un contexte économique extrêmement difficile durant ce qui est appelé la panique financière de 1857. Un événement qui a débuté par l'insolvabilité de quelques établissements financiers, et alors que le chargement du SS Central America était destiné à enrayer l'insolvabilité galopante des entreprises de la côte Est, sa disparition au fond des eaux a été considérée comme le coup de grâce qui allait mener un mois seulement après le naufrage à la suspension de toutes les transactions bancaires. Une crise qui se propage au premier partenaire commercial et financier de Wall Street, l'Angleterre, frappée par une crise de change et de crédit. La bourse de Paris connaît aussi une forte baisse. Une récession économique frappe alors tous les pays unis par des liens monétaires, financiers et commerciaux. Mais plus d'un siècle plus tard, un ingénieur et chasseur de trésors, Tommy Thompson, réussit à convaincre plus de 160 investisseurs pour financer une expédition à la recherche du navire perdu dans les années 80. Il a réussi à amasser au total plus de 12 millions de dollars pour son projet. Et en 1988, la fortune lui sourit en découvrant l'épave à plus de 300 km au large de la Caroline du Sud et à plus de 2,2 km de profondeur. Et grâce à des robots très avancés pour l'époque, il examine plus de 5% de l'épave et réussit à remonter près de 3 tonnes d'or et plein d'autres artefacts très précieux pour un total estimé à plus de 50 millions de dollars. Mais suite à la découverte, une avalanche de procès s'abat sur l'équipe et après une décennie, ils se sont enfin vus accorder 92% du trésor. Mais les plaintes et les procès ne se sont pas arrêtés là, puisque les investisseurs de Thompson ont estimé qu'il les a arnaqués en cachant une grande partie du butin. Et en 2012, il ne se présente pas au tribunal et disparaît complètement des radars. Il part avec sa petite amie dans une cavale qui va durer près de 3 ans au total. Mais finalement, il sera rattrapé et mis dans une prison fédérale où il est d'ailleurs toujours détenu depuis plus de 6 ans. Il prétend toujours très fermement ignorer où se trouve le trésor, mais personne ne croit en son histoire. Va-t-il finir par craquer ou non ? Personne ne peut le savoir. En tout cas, ce trésor semble bel et bien maudit. Numéro 2, le prince des pirates.
Trésor et pirate ont toujours rimé ensemble, surtout quand il s'agit d'un pirate pas comme les autres qui était à son époque le plus riche pirate de l'histoire. Sam Bellamy, aussi appelé Black Sam, travaillait pour la marine britannique avant de décider en 1715 de former un équipage dans le but de chercher des trésors dans des épaves de navires espagnols. Mais devant peu de succès, il décide de changer de cible en s'attaquant aux navires qui flottaient encore. Il captura pas moins de 53 navires au point de devenir à cette période le pirate le plus riche ayant vécu sur Terre. Bellamy se considérait comme le Robin des Bois de la mer et appelait son équipage les hommes de Robin des Bois. Ces hommes étaient des esclaves, des Indiens et des marins mis à son service et Bellamy les traitait sur le même pied d'égalité et les laissait voter pour les décisions importantes, ce qui était très rare, voire même inexistant pour l'époque, chose qui lui a d'ailleurs valu le surnom du prince des pirates. Mais le destin voulut sa chute aussi fulgurante que son ascension. Et le 26 avril 1717, alors qu'il s'en allait rejoindre sa maîtresse à terre, il périt aux côtés de ses 143 hommes sur son navire, le Waidagali, dans une tempête au large du capricieux Cap Cod, emportant les hommes et une cargaison de trésors que l'on dit inestimable. L'épave de son navire, le Waidagali, a été retrouvée au large de Cap Cod en 1982 et c'est d'ailleurs toujours la seule et unique épave de bateau pirate authentifiée jusqu'ici. Et c'est en se basant sur une véritable carte au trésor que l'explorateur sous-marin Barry Clifford fait la découverte de sa vie 260 ans plus tard, enfoui sous seulement 4 mètres d'eau et moins de 2 mètres de sable de profondeur. Et dans les années qui suivent, l'épave va recracher à la surface pas moins de 200 000 objets de tout genre, parmi lesquels 12 000 pièces d'or, mais également des armes, du mobilier, de la vaisselle et toutes sortes de découvertes qui ont permis depuis de grandes avancées dans la connaissance de la piraterie au XVIIIe siècle. Pour certains, le véritable trésor serait de retrouver le corps de Bellamy. Pour d'autres, les 12 000 pièces retrouvées ne sont qu'un avant-goût des richesses que transportait le navire. Et même si une pièce a été vendue aux enchères à près de 10 000 €, ce qui porterait le total des pièces découvertes à plus de 120 millions d'euros, l'historien Ken Kincor, spécialiste du Waida, a mis la main sur un document de l'ère coloniale mentionnant les dernières prises de Black Sam Bellamy avant sa mort. Et quelle prise! 2 semaines avant de faire naufrage, Black Sam avait attaqué 2 navires à destination de la Jamaïque et stocké dans les cales du Waidagali environ 400 000 pièces d'or d'une once chacune, soit les plus grosses circulant à l'époque. Une nouvelle information qui rendrait ce trésor l'un des plus grands de l'histoire. Mais les recherches sont toujours en cours depuis 2013 pour essayer de retrouver ces 400 000 pièces, mais toujours pas d'avancée majeure. Numéro 1, trésor de Schroda. Quand on évoque l'un des plus grands trésors jamais découverts, la dernière chose à laquelle vous pensez, c'est une petite ville perdue en pleine Pologne. Et pourtant, la petite ville de Schroda-Śląska a été le théâtre d'une découverte exceptionnelle en 1985. Durant des travaux de démolition, un vase emmuré a été découvert contenant de véritables merveilles, à commencer par près de 3000 pièces d'argent datant du XIIe et du XIIIe siècle. Et ce n'était que le début. En poursuivant les recherches, des pièces d'or, des florins ont été découverts en plus de broches en or, des anneaux décorés avec des têtes de dragon et un autre contenant un saphir majestueux et un troisième avec une lune et une étoile. Mais le joyau de la collection est sûrement cette magnifique couronne qui a très certainement appartenu à l'épouse de Charles IV, roi de Bohême, puis également empereur des Romains. Son épouse, Blanche de Valois, à qui appartenait la couronne, était aussi la demi-sœur de Philippe VI de Valois, roi de France. Et ce trésor exceptionnel a été estimé à plus de 100 millions d'euros. Les historiens croient que l'empereur Charles IV a très certainement gagé ses possessions afin de collecter des fonds dans le but de consolider sa position d'empereur des Romains. Mais peu de temps après, une épidémie a frappé cette région de Pologne. Le banquier a dû soit fuir, soit décéder de la maladie. Aujourd'hui, le musée national polonais détient
détient la propriété de la majorité du trésor, mais les experts pensent qu'une grande partie du trésor est inconnue et qu'elle est perdue quelque part dans la nature, certainement aux mains d'un ou de plusieurs collectionneurs privés, puisque la découverte a été faite durant des travaux de démolition et les ouvriers auraient très bien pu s'emparer de quelques objets. De plus, l'information avait très vite circulé et à l'époque, plusieurs locaux étaient venus fouiller l'endroit de leurs propres mains avant l'arrivée des autorités. Et ce secret déroutant de la Deuxième Guerre mondiale est toujours non résolu. Découvre-le ainsi que les plus grands mystères de la Deuxième Guerre mondiale en cliquant sur cette vidéo.